conférencier de plusieurs organisations, associations, notamment l'AGEG, les étudiants en génie à l'Université de Sherbrooke, la FEUR, Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke, le STAREUS, Syndicat collégial de recherche et d'enseignement, et la Fondation Gayner. Mais aujourd'hui, également, c'est une collaboration exclusive avec le Rexus. Donc, pour ouvrir le bal, on va avoir une petite prise de parole de son président, Antoine Théberge, à l'instant. Donc, bonne main d'applaudissement. Merci à tous d'être présents. Donc, effectivement, je m'appelle Antoine Théberge, je suis président du Rexus. Le Rexus, c'est quoi? Ben, c'est l'association au cycle supérieur des étudiants en sciences à l'Université de Sherbrooke. On a quelques personnes du Rexus qui présentent aujourd'hui. Je pense qu'on a 3, si je me souviens bien. Ouais, 3. Puis dans le fond, le Rexus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on représente les personnes au cycle supérieur en sciences à l'Université de Sherbrooke. On les représente auprès de auprès de la faculté. On fait aussi beaucoup d'activités. Donc, ce vendredi, si vous n'avez jamais visité l'Astrolabe du Mont-Mégantic, on offre une sortie à ça. C'est super le fun. On vous encourage à y aller. Mardi prochain, on fait aussi une diffusion du film Imitation Game à la Maison du cinéma. C'est gratuit. Il va y avoir ensuite une petite discussion sur la cryptographie et l'intelligence artificielle. Donc, on vous encourage à y aller. C'est super le fun. C'est un super bon film. Puis sinon, ben, le Rexus, qu'est-ce qu'on fait? On offre du financement à des activités à nos membres. On fait beaucoup d'activités pour la promotion de la science, la vulgarisation scientifique, un petit peu comme Bistro Brain. Donc, on a un partenariat un petit peu récurrent avec eux. Puis, ben, c'est pas mal ça, en fait, ça présente pas mal de Rexus. Merci. Donc, en effet, il y a Justine, est-ce que tu peux confirmer que tu fais partie du Rexus? Oui? Non, Justine. Bon, parfait. Donc, c'est 3. Et il y avait également Antoine, je pense qu'il était gêné de le dire, mais il est présent en dernier aujourd'hui. Donc, l'occasion de voir sa présentation. Donc, je fais un petit tour là, de max 5 minutes sur où est-ce qu'on en est Bistro Brain à Sherbrooke. Ben, tu sais, premièrement, retour sur l'année dernière, 2021-2021. Notre programmation, c'est toujours de septembre à juin. Donc, ça suit vraiment l'année scolaire, autrement dit, jusqu'il y a des gens dans les bars. Donc, on avait ces événements-là l'année passée, beaucoup de plaisir. Je monte en photo, là, mais c'est vraiment, on essaie de diversifier autant en termes de champs d'études, de sciences, de nouvelles tendances. Que on essaie vraiment de donner l'occasion à toutes les curiosités de se manifester. Année record vraiment incroyable là, en tout là, avec toutes les participations parce qu'on a aussi un comité à Montréal, les podcasts et formations, on a 1706 participations. Donc vraiment, toujours épatant. Puis moi, je reste complètement ébahi devant ça. Je pense vraiment que c'est le signe qu'on répond à un besoin, qu'on a besoin justement de sciences accessibles, vulgarisées, plaisantes et engageantes. Donc, également, il n'y a pas juste des gens présents, il y a un taux d'appréciation qui est 100% positif. Ça veut dire qu'aucune personne qui est venue à notre événement qui a dit « Hey, j'ai trouvé ça moyen, genre poche ». Puis la vulgarisation aussi, là, on essaie de transformer l'expérience de présentation en expérience formatrice. Donc, vraiment accompagner les gens avec de la documentation, des appels, des pratiques, plein de références. Donc, ça, je pense que c'est apprécié également. Puis on a des petites images, c'était à nos 5 ans l'année passée avec Lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui. J'ai eu un petit parti pris parce que c'est ma blonde qui est là, mais vous voyez qu'il y avait à peu près une centaine de personnes à l'événement, donc vraiment très rassembleur Bistro Brain. Puis ça, c'était un événement bénéfice, donc il y a une première année là, en tant qu'OBNL avec des postes rémunérés, donc c'est un défi quand même aussi de ce côté-là, mais on a vraiment des personnes motivées, enthousiastes et qui suivent les valeurs de plaisir, démocratie et de curiosité de Bistro Brain. Et on avait notre événement de fin d'année, les grandes découvertes de l'Est. Et ça, on reconnaît aussi, je pense, c'est Fiparan qui se cache devant la banderole de Bistro Brain. Puis vraiment un événement au Théâtre Granada avec des étudiants, des professeurs, des remises de prix. C'était vraiment une belle conclusion à notre année record. Et maintenant, j'ai besoin d'un roulement de tambour pour le dévoilement de la programmation de cette année. Et voici, voilà. Donc, vous voyez immédiatement qu'il y a plusieurs événements qui s'ajoutent. On a des événements hors série, notamment avec des collaborations, le Centre de compétences Recherche Plus, avec la FIRST ici en février. En février, 1er février, Économie et Société. Également, possiblement, 31 mai, là, avec
un groupe de recherche empirique dirigé en psychologie. Donc, puis on a également nos classiques de Monte ton mythe au début, les grandes découvertes de l'UDS à la fin. Là, je montre ça, on a également science et fiction, qui allie un peu les œuvres de fiction à la science, vous l'aurez compris. Si vous connaissez des gens qui ont des expertises dans ces domaines-là, ben, que ces personnes-là seraient prêtes à s'initier à l'art de la vulgarisation, rentrer dans ce fabuleux écosystème, ben, les occasions sont multiples. Donc, on vous invite à regarder ça à votre agenda. La programmation va être affichée sur notre page Facebook dès demain. Donc, ça pourra vous donner de l'inspiration. Donc, là-dessus, ben, je souhaite un bon bistrobrain. On va enchaîner avec la première présentation. Ça va être celle de Anne-Marie Allard, qui va nous parler d'union de fait et de mariage. Pour la présenter, Anne-Marie, c'est une étudiante en maîtrise en travail social. Elle est mère de 4 enfants, accompagnante pour femmes enceintes, connue sous le nom de doula. Et elle est de manière générale orientée vers la relation d'aide. Donc, on l'accueille chaleureusement. N'importe où, est-ce qu'on peut en voir? Alors, bonjour. Donc, Anne-Marie, étudiante à la maîtrise en travail social. Je n'aime pas particulièrement parler en public, fait que si ça sort de façon incohérente ou qu'il y a des trous, ben, vous viendrez me poser des questions après. Ça se baisse. C'est vraiment l'année scolaire, autrement dit. OK. Donc aujourd'hui, oui, mariage, union de fait. On entend souvent que c'est du pareil au même. C'est une question de choix, de couple, c'est personnel, c'est notre amour, on décide. C'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Dans le fond, on regarde notre entourage. Juste ici, je crois qu'il pourrait y avoir des couples. Des fois, il y en a des couples qui sont plus traditionnels, d'autres moins. Il y en a qui sont un peu plus vieux, d'autres plus jeunes. Il y en a peut-être qui ont déjà des enfants. Peut-être qu'il y en a qui projettent d'en avoir. Il y en a peut-être qui sont déjà mariés. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir. C'est bien correct. Je trouve ça beau, dans le fond, parce qu'on va se le dire, l'amour, les relations, ça fait partie de la vie. Parlant d'amour, à main levée, je me demande qui ici a déjà fait ou prévoit rédiger un contrat de vie commune? Tu représentes à peu près les statistiques. J'aurais le goût de vous demander, dans le fond, qui sait c'est quoi un contrat de vie commune, mais je vais vendre un peu le punch, dans le fond, c'est pas la même chose qu'un testament. J'ai le goût de vous demander aussi qui pourrait me dire précisément c'est quoi ce qui distingue, dans le fond, au niveau légal, d'un couple marié, d'un couple qui ne l'est pas. Tu as déjà passé par le processus. Fait qu'on voit qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, et la réponse, selon les études, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui est quand même un peu étonnant parce que c'est quelque chose qui a vraiment une très grande conséquence, notamment financière. Maintenant, avant de commencer, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Éric et Lola. Éric et Lola se rencontrent, ils décident de vivre au Québec. C'est très important, au Québec. Ils s'aiment, ils se font confiance, ils ont vraiment envie de se respecter, de fonder une famille. Ils auront 3 enfants. De façon assez traditionnelle, mais d'un commun accord, ils décident qu'Éric s'investit beaucoup dans son entreprise, puis Lola coordonne plus l'aspect, disons, domestique et familial. Avec le temps, le couple, après plusieurs années de vie commune, le couple décide de se séparer. Le couple, encore là, vit au Québec et ils ont décidé de ne pas se marier, de rester conjoints de fait. Selon la loi en vigueur au Québec, ce qui arrive, c'est que Éric va ressortir de cette séparation-là avec 3 beaux enfants, mais aussi avec une entreprise, avec une expérience professionnelle, un statut social, avec des économies, puis un régime de fonds de retraite. Selon la loi, toujours, Lola n'a droit à rien de ça. Elle repart avec ses 3 beaux enfants et elle n'a droit à aucun capitaux qui aurait pu être accumulé durant l'union commune. Ce jugement-là, en fait, pour ceux qui s'en souviennent, en fait, c'est que c'est une histoire qui c'est bien réelle là, au Québec, qui date des années 2000-2010.
On en a beaucoup entendu parler, d'une part parce que à l'époque, OD n'existait pas, fait que ça faisait un peu office de télé-réalité. C'était un couple, Éric et Lola, c'est des noms fictifs, mais c'est un couple bien réel qui était très, très riche, très connu au Québec. Donc, on suivait ça avec intérêt. Mais c'est surtout parce que c'est venu réveiller des grands questionnements sur le droit de la famille au Québec. Et on s'est posé la question suite à ça. Il y a beaucoup d'études et de commissions qui ont été mandatées par le gouvernement pour se poser la question de est-ce que la loi, dans le fond, la législation, répond vraiment à la réalité québécoise d'aujourd'hui? Donc, selon les études, ce qu'on est allé chercher, premièrement, c'est que c'est un peu le portrait au Québec des gens qui vivent en couple, donc qu'ils soient mariés ou non. Ce qu'on remarque, c'est que le Canada est vraiment en tête de file, non seulement en Amérique du Nord, mais dans tout le G7, donc dans les grands pays développés. On compte 23% des couples qui s'y restent en union de fait versus les gens qui vont décider de se marier. Le Québec, quant à lui, en fait, c'est de sa faute si le Canada est en chef de file parce que c'est le Québec qui a 43% d'union de fait. On s'approche de la moitié des couples qui décident de ne pas se marier et donc qui ne sont pas protégés par la loi. Le Canada s'est pourtant adapté. Donc, dans leur législation, le common law qui est différent d'ici, la législation a reconnu les conjoints de fait. Au Québec, non. Suite au jugement de Éric et Lola, ce qui est arrivé, c'est que les juges ont fini par statuer, mais ça, jusqu'à la Cour suprême, ça l'a fait il y a eu vraiment beaucoup de débats et de questionnements. Et à une très faible majorité, ils ont fini par conclure que ça respectait la loi. Par contre, cette loi-là, elle est discriminatoire et elle mérite d'être revisitée. Donc, au Québec, on en est encore là. Le jugement est sorti en 2013, mais on en est encore là, finalement. Donc, suite à toutes ces études, ces commissions-là qui ont été mandatées, beaucoup de questionnements, l'État s'est positionné, mais on a surtout découvert pourquoi c'était comme ça au Québec, dans le fond. On en arrive premièrement à ce qui oriente les choix. Premièrement, les couples vont choisir le mariage ou l'union libre selon sa façon de percevoir l'engagement. Pour certains, ça peut être de vivre ensemble, pour d'autres, ça va être de se marier, pour d'autres, ça va être d'avoir un premier enfant. Ça peut être le bagage familial et culturel. Ça peut être, en fait, au Québec, c'est beaucoup un désir de désaffiliation de l'Église et de l'institution du mariage, donc tout ce que ça représente. Et très rarement, c'est pour des questions de protection légale. Il y a aussi le facteur humain. Merci aux sciences sociales de venir relativiser les chiffres. Ce qu'on remarque, c'est que dans le fond, on le sait, l'amour et l'argent, c'est un gros tabou dans les couples. On n'ose pas en parler, ça peut créer beaucoup de friction. Et c'est deux concepts qui sont très difficilement conciliables parce qu'il y en a un qui est très, très rationnel et calculateur, puis l'autre évoque beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont vraiment pas rationnelles dans le fond. Ça fait beaucoup appel à des biais cognitifs aussi. Dans la vie de tous les jours, on est influencé par toutes sortes de biais cognitifs, notamment celui qui fait en sorte qu'en bas, on a un chiffre, 1/3 de séparation, puis il y a même des chiffres qui vont jusqu'à un couple sur 2 qui finissent par se séparer. On le voit dans notre entourage, puis pourtant, on est toutes pareilles. On va toutes se dire « pas moi, moi ça ne m'arrivera pas ». Puis c'est à un tel point que même quand les gens vont aller en recomposition familiale, ils ont déjà vécu des séparations, des fois des séparations très difficiles, mais ils vont quand même répéter les mêmes schémas. C'est aussi parce que c'est très complexe. 50% des gens, tant mariés que non mariés, ne savent pas ce que ça implique. Il ne faut pas être surpris, dans le fond, si vous êtes dans 50%, là, vous êtes très normaux parce que la plupart d'entre nous, on n'est ni fiscaliste ni avocat. C'est quand même très complexe comme domaine puis à comprendre. L'autre chose aussi, c'est que l'État lui-même contribue à complexifier la situation qui est déjà difficile à comprendre. Dans le sens où on nous envoie deux messages incohérents. L'État est là qui dirige, pensons par exemple le système d'impôt. À partir du moment où on est un couple, on cohabite ensemble, surtout si on a des enfants, on va quasiment être obligé de gérer nos impôts avec le système de revenu familial, puis c'est ça qui va calculer les prestations familiales. Tandis que le Code civil, lui, ceux qui font la loi, eux ne reconnaîtront jamais les couples qui sont en union de fait.
Si tu n'es pas marié, tu vas rester célibataire toute ta vie sur le petit formulaire. Donc, c'est deux messages vraiment incohérents qui font en sorte que les gens sont peu ou mal informés à ce sujet. En gros, qu'est-ce que c'est être marié ou ne pas être marié? J'ai fait une petite liste ici. Dans le fond, quand on est marié, ce que ça implique, on a des responsabilités, des obligations et des droits en fonction de notre statut. Donc, si on est marié, on a droit à la séparation des biens accumulés durant l'union ensemble. Il y a la répartition des économies, des REER, des fonds de pension. Il peut y avoir une pension alimentaire pour l'ex-conjoint conjointe qui sert à compenser les différentes façons de contribuer au projet familial. Il y a le droit à la succession et il y a la pension alimentaire pour enfants. Tout ça a été instauré avec un peu le principe de patrimoine familial dans les années 70 qui fait en sorte qu'on reconnaît les différentes formes de contribution dans un projet familial qui a été décidé ensemble. Quand on est conjoint de fait, il n'y a rien de tout ça qui est acquis. Il y a seulement la pension alimentaire pour enfants et c'est vraiment dans le but de protéger les enfants. Les adultes n'ont aucune protection. Donc, considérant à quel point c'est complexe tout ça, la question de fiscalité, la question légale, à quel point c'est complexifié par un message qui est incohérent qu'on nous envoie, considérant aussi que si on maintient ces inégalités-là, ça crée inévitablement un rapport de force et de pouvoir au sein même du couple. Des fois, le couple va très bien, des fois, il va un peu moins bien, puis là, il y en a un qui n'ose pas partir parce qu'il se dit « là, je vais tout perdre si je pars ». Il y en a qui se séparent, puis que là, l'autre, un, est désavantagé financièrement. Donc, considérant tout ça, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un choix libre et éclairé au Québec? La question s'est posée, puis il y a plusieurs chercheurs qui ont complètement contredit cette notion-là. Donc, l'égalité, l'autonomie, c'est des concepts à concrétiser. C'est ce qu'on veut retenir de tout ça au Québec, parce que la loi, le Québec, en fond, est un État égalitaire, dans le sens où on a tous les mêmes droits et les mêmes outils pour y parvenir. Mais il faut les utiliser, ces outils-là. Si on ne le fait pas, ça arrive à la deuxième élément qui dit que si on ne prend pas de mesures légales, ça veut dire qu'en quelque part, le couple accepte qu'il y a un des deux partenaires qui ne sera pas dédommagé pour sa contribution dans le projet familial. Puis, numéro 1, on le sait, malgré l'évolution dans nos sociétés, il y a toujours au moins une personne dans le couple qui s'engage davantage dans l'aspect domestique, dans l'aspect familial. Ne serait-ce qu'en partant, c'est la femme qui porte, qui accouche de l'enfant. C'est la femme qui a un congé de maternité, qui reçoit un pourcentage de son salaire. S'il n'y a pas de compensation pour ça, ça crée des iniquités. Donc, tout ça, c'est les bases de ma recherche à moi, dont je n'aurai clairement pas le temps de vous parler. Je reviendrai peut-être une autre fois, mais qui va porter, parce que dans le fond, tout ça qui sert d'assise à mon projet, c'est ce qui met la table au fait que ça a de grandes conséquences, non seulement sur les adultes, dans les couples, au sein des couples, mais aussi sur des conséquences sur les enfants. Parce que quand il y a des décalages, quand il y a des disputes, des conflits, que ça va des fois jusqu'en cours, c'est les enfants qui sont les grands perdants. Je veux que vous reteniez une chose ce soir. Quelque chose qu'on fait ensemble et qu'on veut officialiser, on appelle ça un contrat. J'ai entendu en arrière, contrat. Un contrat de quoi? C'est pas super clair, mais pensons à la femme qui donne la vie. Un contrat de vie ensemble, commune. Retenez ce terme-là, contrat de vie commune. C'est super important. Vous ne savez pas c'est quoi? Il n'y a pas de problème, mais informez-vous et parlez-en. Ça a beau être tabou, faisons-en un sujet qui n'est plus tabou. Donc, on en parle entre familles, entre amis, entre amoureux, entre amoureuses. C'est la façon d'incarner les valeurs de respect dans notre société. Et des petites références si jamais vous voulez faire un contrat de vie commune. Puis sachez qu'un contrat de vie commune, ça se modifie en tout temps. Merci. Bon, merci Marie pour la vision globale, briser la glace de l'exposition. Oui. Deux intervenants. De 2 heures. Désigné. Question. Si jamais vous pensez avoir une forte voix, vous pouvez y aller à main levée, mais sinon, de toute façon, on les répète à l'avant. Donc, les parmi.
Hmm. C'est pas une question, mais merci vraiment de faire ce genre de présentation-là. Je pense que le concept du commune, c'est quelque chose qui est vraiment important de faire connaître parce que c'est important de pouvoir dire comme hey, on se sépare, mais on n'est pas fâchés d'un contre l'autre, puis on a déjà quoi d'écrit, puis on va décider partir avec 50% des affaires, puis c'est ça. Merci du fond du cœur. Ben, merci beaucoup, puis bravo de l'avoir fait. Moi, j'ai une question. Mettons que j'écris quelque chose avec mon chum, puis que je prévois plein d'affaires dessus, puis qu'on se sépare. Est-ce que ça a une valeur légale au moment de notre séparation? Oui, tout à fait. Je suis pas sûre que le micro est... Oui, ça va, OK. Donc, oui, dans le fond, tout contrat qui est signé entre deux parties devant témoin va avoir une valeur légale. C'est sûr que devant un notaire, un avocat, ben c'est enregistré puis c'est encore plus officiel. Il n'y a aucune chance d'être réfuté. Par contre, il y a des modèles qui sont sur Internet. Allez faire une rapide recherche, puis il y a des modèles, tout comme il y a des modèles de testament. Ça peut être super intéressant. Les principales questions à discuter sont déjà toutes énumérées. Donc, il y a moyen de faire ça. Puis même un bout de papier à la rigueur, tant qu'il est signé devant témoin, ça va avoir une certaine valeur. Puis, il vaut toujours mieux faire ça, au moins, pour officialiser justement les ententes qu'on a qui vraiment assurent une équité dans notre relation. Il vaut mieux faire ça que rien, dans le fond. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est cher aller faire un contrat chez le notaire ou l'avocat. C'est vrai que c'est des frais, c'est dispendieux, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Au pire, on fait un document là, devant témoin, puis au moins, on s'assure justement que les gens qui restent en couple le font pour les bonnes raisons, dans le fond. Que si on reste ensemble, c'est pas parce qu'on a peur de perdre quelque chose, c'est parce qu'on se respecte, qu'on se sent égaux dans notre relation, puis qu'on reste parce qu'on s'aime. C'est bon? Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais, merci Anne-Marie pour cette mise en bouche. On va enchaîner avec Xavier qui vient juste d'arriver en plus. Vraiment à l'heure, hein, comme on dit. Donc, pour le présenter, Xavier, c'est déjà sa troisième présentation pour BistroBrain. Donc, on a un petit titre honorifique pour monsieur. Pour le présenter, ben, il est docteur en physique et chercheur en génétique. Aujourd'hui, il s'occupe surtout de faire de l'optimisation des transports en commun. Il y a aussi également son site de vulgarisation, c'est pourtant simple. Et donc, sa troisième présentation également, aussi un événement de Démontre ton mythe. Donc, je pense que c'était vraiment une préférence pour les types de présentation, peut-être. Et aujourd'hui, ben, il nous fait une présentation sur les boules de foudre. Donc, on l'accueille, je la reçois. Ouais. Bonsoir. On va rester dans le thème du couple, avec les orages, l'incompréhension et le mystère, et les boules de foudre. Probablement plus de gens sur Terre qui prétendent avoir vu des extraterrestres que de gens qui prétendent avoir vu des boules de foudre. C'est un phénomène qui est si rare que certaines choses qu'on sait sur ces phénomènes ne dépendent que d'une seule observation. Et ces observations sont des fois tellement étranges que la science s'est cassé les dents pendant longtemps. En fait, pendant longtemps, on n'a même pas essayé de le comprendre. C'était des fables de paysans, comme les gnomes et autres machins des campagnes. Et quand la science a commencé à essayer de décrire les boules de foudre, elle était vraiment désarmée.
parce que c'était du plasma, on est venu avec des modèles vraiment exotiques, et rien ne marchait. Presque rien, en fait. En fait, au point que on s'est dit tout simplement, eh bien, ça n'existe pas. Il y a encore quelques années, un article est sorti pour dire que les boules de foudre, c'est un phénomène psychologique, c'est une hallucination collective, mais ça n'existe pas. C'est le premier mythe qu'on va débunker ce soir. Je vous emmène ici, en Chine, plateau du Qinghai, plateau du Tibet. On est en 2014. 3 chercheurs de l'Institut de Ganzhou, la grande ville de la région, mettent en place une installation pour étudier des éclairs durant la nuit à venir. Ils installent 2 équipements, chacun avec un spectrographe. On va revenir sur ce que ça fait, un spectrographe. Une caméra d'un côté qui prend 50 images par seconde et de l'autre une caméra qui prend 3000 images par seconde. C'est le tout. On a ici la Panzer Division de l'équipement photographique. Le soleil se couche, le village s'endort, la nuit commence, et à 21h54 et 59 secondes, je n'invente rien, c'est dans l'article, un éclair quitte le ciel, frappe le sol, et une boule de foudre d'à peu près 10 mètres de diamètre apparaît en face des caméras. Les 3 chercheurs se retrouvent nez à nez avec une boule de foudre. Quand je dis nez à nez, c'est 900 mètres quand même. Hein. Mais pour une boule de foudre de 10 mètres, 900 mètres, c'est bien. Cette boule, elle évolue, elle se déplace, elle gigote, elle change de couleur. Au début, elle est un peu bleue, blanche, elle finit par devenir rouge, elle devient plus petite et puis elle disparaît. Et tout ça n'a pas duré plus que quelques secondes. Mais tout a été enregistré. Tout est dans la boîte. Les caméras, la caméra à 3000 images par seconde, les 2 spectrographes, ils ont tous vu ça. Et tout était exactement dans le bon angle. La première conclusion, ça a été évidemment, ben ça existe. Quand même. D'accord ? Et la deuxième, c'est que le spectrographe, c'est un appareil, pour faire simple, qui permet de savoir de quoi les choses sont constituées à partir de la lumière qu'ils émettent. Pour faire une analogie, c'est comme si je regardais une photo de vous et à travers la lumière que vous émettez, je dirais ce gars-là, il a mangé des nachos. C'est comme ça qu'on sait que certaines planètes, certaines étoiles ont de l'eau, par exemple. Quand on fait ce travail de spectrographie sur un éclair, ce qu'on voit, c'est une vue d'artiste, hein, d'accord ? C'est pas comme ça que ça marche, spectrographie. Ce qu'on voit sur un éclair, en fait, c'est surtout la signature de l'azote. Quand vous voyez un éclair, la lumière de l'éclair, c'est une lumière qui est constituée par l'azote. Et ça, c'est pas surprenant. Parce que l'atmosphère, c'est quand même 80% d'azote. La boule de foudre, hein, ça a été le deuxième mythe qu'on allait débunker. Parce qu'on n'a vu aucune trace d'azote dans la lumière de la boule de foudre. Il y avait de la silice, il y avait du fer, il y avait du calcium, et ça, en jargon technique, c'est ce qu'on appelle le scrap. Vous allez dans votre jardin, vous voyez une pelletée de terre, c'est ça. C'est quoi ce deuxième mythe qu'on débunk? C'est que l'éclair est un phénomène aérien. Et pendant longtemps, on a cherché à comprendre la boule de foudre en la décrivant comme un phénomène aérien. Ce que cette observation montre, c'est que la boule de foudre, c'est plus la physique des matériaux que du plasma ou autre chose. Et là, quand je vous disais que la science était désarmée et qu'elle n'avait pas trouvé de solution, c'était à moitié vrai.
Vous avez une petite idée de la température d'un éclair? 30 000 degrés. Bon. À ce stade-là, inutile de demander si c'est des Fahrenheit ou des Kelvin, ça ne fait aucune différence. Parce qu'à cette température-là, le sable ne fond pas. Le sable, il se vaporise. Il y a un terme pour ça, c'est la sublimation. Il passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Et ça fait que quand un éclair frappe le sol, il va former ce qu'on appelle des fulgurites. Vous voyez des petits tubes sur le côté? C'est de la silice qui a fondu et qu'on peut trouver. C'est assez commun. En fait, vous pouvez en acheter sur eBay. Si jamais vous voulez, c'est assez joli. Et ce qui est intéressant, c'est que cette poussière de silice fondue, elle va sortir de ce tube de fulgurite à cause de la pression énorme que l'éclair a apportée. En vaporisant, il a créé une pression hallucinante dans ce tube, et comme un cotillon au Nouvel An, ça va repartir en l'air. Un article qui est passé un peu inaperçu à l'époque avait décrit que la silice à cette température-là, ça fait des toutes petites billes. Vraiment, on est dans la nanoparticule. Et ce sont des petites billes qui sont très collantes. Elles vont former entre elles comme un collier de perles. Et ce collier lui-même, il est très collant. Donc les colliers entre eux vont former comme une pelote de laine. Donc quand la fulgurite va cracher son gaz de silice, ce qui va cracher, c'est pas juste un pfft comme ça, là. Ça va être comme une pelote de laine, comme une boule, qui va s'emmêler l'un sur l'autre. Et à cette température, là, on est à 1000-2000 degrés. C'est beaucoup, mais n'oubliez pas que par rapport à la foudre, c'est en fait très froid. Donc cette boule de foudre, qui paradoxalement est beaucoup plus froide, à cette température-là, elle s'oxyde avec l'air. Et ce phénomène d'oxydation pour ces petites billes-là, ça fait de la lumière. Cette lumière, elle évolue avec la température. Et c'est comme ça que notre boule de foudre passe du bleu au blanc, au rouge. Puis là, en fait, j'ai bien envie de vous laisser là, puis de ne pas vous montrer une photo. Là. Parce que ce que je vais vous montrer là, il faut bien comprendre que c'est comme si je vous montrais la photo du Loch Ness, ok? Ou l'Yeti, vous savez, ou un Québécois dessous, enfin, n'importe quoi, tu sais, dont on a beaucoup entendu parler, mais on se rend compte à un moment, et j'ai jamais vu de vraies photos de ça. Pour vrai, j'étais déçu aussi un peu. Ce que vous voyez là, donc si vous êtes intéressé, évidemment, j'ai fait l'impasse sur énormément de choses qui me fera très plaisir de vous présenter. Ce que vous voyez donc là, c'est des prises d'écran de la vidéo. Ça va donc haut, bas, haut, bas. Donc vous voyez de 0 à un peu plus d'une seconde. Et vous voyez cette fameuse boule qui clairement diminue en taille et qui change de couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble, une boule de foudre. Je vous ai épargné énormément de graphes qui, malgré tout, sont très intéressants, qui me fera plaisir de vous présenter. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Si vous avez des questions, c'est tout de suite ou bien tout à l'heure. Je suis revenue. Si on sait qu'est-ce qui peut créer des boules, est-ce qu'on peut en produire artificiellement? Oui, c'est à peu près ce que le physicien en question, Abraham Sod, celui qui a fait l'article, l'a fait. On a longtemps essayé d'en produire en laboratoire, mais sans succès parce qu'on essayait de recréer la mauvaise chose en fait. On essayait de faire des boules de plasma par exemple. Allô? Fait que là, si ça a un rapport avec la silice, est-ce que ça se passe juste dans les déserts, ces phénomènes-là, ou ça peut aller n'importe où? Ça peut être n'importe où. La première gravure que j'ai montrée, c'était en Europe. On a des observations de boules de foudre qui sont à peu près n'importe où. Et en fait, la composition de la Terre, principalement, c'est de la silice, de l'aluminium, du fer.
À tout de suite. Hein. Merci. Je ne sais pas si vous étiez capable de voir les traces d'azote pour comprendre que je suis en train de manger un nachos, mais bon. On est maintenant rendu à la pause, fait que c'est 10 minutes. Profitez-en pour échanger peut-être plus de manière intime sur la présentation que vous avez eue. Si vous avez besoin de la toilette, prendre un verre, il y a Andy qui est au service, une petite guirlande, puis le dernier avec les cheveux roses, comment ça s'appelle déjà? Vous pouvez demander, il va vous le dire, il est super gentil. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Bientôt. J'espère que vous avez bien profité de votre magnifique et allègre pause de 10 minutes. Vous savez, l'attention, c'est une ressource limitée. Hein? Fait que nous, la vulgarisation, on comprend bien ça. On laisse le temps d'expirer, d'inspirer. Et c'est pour cette raison qu'on a coupé la sonde en deux, qu'on va le faire pour la suite. Et pour la suite, on a c'est madame Justine Vaillant qui va nous faire une présentation sur les animaux sont-ils bêtes. Et pour la présenter, Justine, elle est docteur en biologie évolutive et actuellement au post-doctorat sur le sujet du déclin des populations d'hirondelles bicolores. C'est un sujet qui revient quand même de manière récurrente à Titroin. Je pense qu'on a eu comme 2 ou 3 présentations jusqu'à présent, puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui parle d'écologie, il y a vraiment une chance sur 2 qui a touché un peu aux hirondelles bicolores. Donc, on l'accueille chaleureusement. Justine! Bonjour, alors moi je ne vais pas parler d'hirondelles ce soir. Je vais juste vous présenter rapidement la chouette que j'ai dans les mains. C'est une chouette d'Athéna. C'est le symbole d'Athéna, la déesse de l'intelligence grecque. Je vous laisse deviner qui est le plus bête sur la photo. Il est 3 h du matin, hein, c'est pas bien fatigué. Donc on va commencer par une petite histoire. C'est l'histoire du cheval. Oh, est-ce qu'on peut laisser moi? Parce que je suis petite quand même. Ça marche. Bon, je continue avec mon histoire du cheval Hans. Donc, c'était un cheval qui faisait des représentations à la fin du 18e, début du 19e. Il était apparemment extrêmement intelligent. Il était capable de résoudre des équations mathématiques assez simples. Il était capable de répondre à des questions, en fait, en tapant du sabot, en montrant avec son nez la solution. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Bon, il y en a qui doivent savoir, apparemment. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un animal extrêmement intelligent? Escroquerie? Télépathie? Ben oui et non, en fait. En réalité, ce qu'on a remarqué, c'est que le cheval était capable de répondre aux réponses, enfin, aux questions, uniquement si le propriétaire savait la réponse. En réalité, c'était inconscient. Le propriétaire ne cherchait pas à faire cette escroquerie, il était vraiment persuadé que son cheval était extrêmement intelligent. C'est juste que le cheval était capable de détecter des micro-mouvements, comme la tension en fait, qu'avait son propriétaire, et une fois que la bonne réponse était passée, la tension se relâchait inconsciemment, et le cheval détectait ces mouvements-là, et il s'arrêtait. Il avait la bonne réponse. Donc ça montre plusieurs choses en fait. Plusieurs choses que je vais expliquer. Mais déjà, il faut savoir qu'à l'époque, on était encore sur l'image de l'animal machine. Donc l'idée de Descartes, c'est qu'un animal est dénoué de réflexion et dénoué d'intelligence, en fait. Il va juste réagir par rapport à un stimuli. Donc vous connaissez tous, j'imagine, le test de Pavlov, le chien de Pavlov. Donc on fait sonner une clochette, le chien il bave. Donc c'est un conditionnement. Le chien est habitué à répondre à la sonnette, il a faim, il bave, donc action-réaction. On a aussi ce qu'on appelle le test de Skinner, le conditionnement de Skinner. Donc c'est un peu la même idée, c'est qu'on va faire du renforcement positif ou négatif pour que l'animal comprenne quelque chose. Donc, par exemple, je ne veux pas que l'animal il aille par ici, renforcement négatif, il va comprendre, il n'ira plus par là. Donc c'est l'image qu'on avait à l'époque. Mais c'est faux, évidemment. En réalité, ce qu'on pense, donc Franz de Waal, c'est un éthologue, c'est un primatologue contemporain. Comme il explique bien, en fait, on refuse de voir chez les animaux cette intelligence. Tout simplement parce que, par rapport à notre ego, mais tout simplement, mais aussi parce que la plupart des tests ne sont pas adaptés aux animaux.
Donc, un exemple très simple que aussi explique France Deval dans le livre que j'ai présenté juste avant, là, qui était juste avant. Par exemple, si on veut tester un singe, on veut comparer l'homme et un singe, on va faire un test qui en réalité est fait pour l'homme. Donc le singe, déjà, il faut que, premièrement, il ait de l'intérêt pour le test. Deuxièmement, il faut qu'il ait compris ce qu'il doit faire. Et troisièmement, il faut qu'il réponde positivement au test, parce que s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas de toute façon. Donc typiquement, quand on fait un test avec un enfant dans une salle et le chimpanzé à côté, ils ont pas à côté, parce qu'un singe, s'il attaque l'enfant, dommage. Mais ce que je veux dire, c'est on va mettre dans une salle un enfant, séparer le singe. L'enfant, il va répondre positivement au test, parce qu'inconsciemment, il y a ses parents qui sont derrière, qui vont lui expliquer un peu quoi faire. Le singe, s'il n'a juste pas envie de faire le test, il ne le fera pas. Donc on a ces gros soucis, c'est que les tests d'intelligence ne sont pas adaptés aux animaux. Donc, quand on veut tester l'intelligence d'un animal, il y a, à l'époque, un peu toujours, on a un peu la même idée de comment on fait. Donc, est-ce qu'on va regarder la taille du cerveau? Est-ce qu'on va regarder le nombre de neurones, le QI? Pas vraiment, parce que déjà les dauphins, donc animal intelligent, je dirais, tout le monde pense ça, ils ont un cerveau extrêmement petit pour un cétacé. Pourtant, est-ce qu'ils sont bêtes? Pas vraiment. À côté de ça, on a d'autres petits tests qui sont assez connus. Donc, on a le test du miroir. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, typiquement, on présente un animal ou un humain, la même chose, devant un miroir. Et pour être sûr qu'il ait compris que le miroir reflète lui-même, que c'est son soi, on va lui mettre une petite tache, une étiquette, quelque chose sur le corps qui ne s'en est pas aperçu. Et s'il le retire, ça montre, qu'il le retire à travers le miroir, c'est qu'il a conscience de son corps. Donc, c'est un test assez basique qui se fait un petit peu dans les tests d'intelligence, en général. Et on va voir que ce n'est pas forcément inné. Il n'y a pas forcément énormément d'animaux qui le réussissent, et inversement, il y a des animaux assez surprenamment qui le réussissent. Voilà, on a aussi les fameux tests, vous avez dû entendre parler, de savoir utiliser des outils, est-ce que les animaux sont capables de créativité artistique, blablabla. Bref, il y a plein de petits tests, mais ce n'est pas forcément toujours adapté. Par exemple, les poulpes. Donc les poulpes n'ont pas de cerveau. Pourtant, c'est un invertébré le plus intelligent en réalité. Il a énormément de connexions neuronales dans tout son corps, qui est réparti dans toutes ses tentacules, qui fait que il est extrêmement habile déjà, et il est capable de résoudre des équations simples, des tâches simples, des équations peut-être pas. J'ai pas encore vu un poulpe résoudre des équations différentielles, mais voilà, il est capable. Vous avez tous déjà vu, j'imagine, une vidéo d'un poulpe qui ouvre un bocal avec son tentacule et voilà. On a aussi Paul le poulpe. Bon, ça c'est un mensonge, hein, c'est juste des statistiques. Hein, c'est juste qu'on pense qu'il a. Vous savez qui c'est, Paul le poulpe? Ouais, c'est le poulpe qui prédisait les victoires de la Coupe du foot en 2010 en fonction de la boîte dans laquelle il allait. Bon, c'est un peu un mensonge, mais n'empêche que les poulpes sont intelligents. Ils ont quand même ça résout des tâches simples. Un autre animal que je suis sûre, ici, vous pensez tous que c'est complètement débile. J'ai raté mon effet. Le pigeon. Un pigeon, bon, on le voit dans la rue, partout, on pense que c'est stupide. Je vais vous décevoir, les pigeons, ils ont 6 fois plus de connexions neuronales que nous, les humains. Et là, vous n'avez plus d'ego. En réalité, les pigeons, ils ont une mémoire spatiale extrêmement développée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a utilisés à l'armée autrefois, alors pour transmettre les messages, mais aussi pour détecter les bateaux à travers un paysage. On a aussi fait des tests sur les pigeons, donc ah oui, ils réussissent le test du miroir en fait. Hein, d'un coup, hein. Donc ils réussissent le test du miroir, ils sont aussi capables de différencier un Picasso d'un Monet. C'est pas mal, hein. Donc ils ont pas mal de petites tâches comme ça, et de plus on fait des tests sur les pigeons, plus on se rend compte que ne sont pas si bêtes que ça, ils sont pas si pigeons que ça. Une autre catégorie animale qu'on sous-estime, ce sont les poissons. Donc, par exemple, les raies et les requins réussissent aussi le test du miroir. On leur essaie de le faire en conditions naturelles, bon, c'est un peu compliqué, mais on a observé des comportements d'empathie et de reconnaissance de soi chez ces animaux. On a aussi, le dernier en date, c'est le labre nettoyeur, c'est le petit poisson à droite, à droite. Donc, c'est le petit poisson qui nettoie, vous savez, qui nettoie la peau des gros poissons dans les fonds marins. Donc, ils réussissent ce test du miroir. On a aussi d'autres poissons qui sont capables d'utiliser des outils. Donc, c'est la photo que je vous ai mis en bas. Donc, ils vont être vraiment capables d'utiliser l'environnement qui les entoure pour casser les coquillages et se nourrir.
Et on a aussi une étude de l'Université de Dijon, c'était mes professeurs, c'est pour ça que je suis contente de le dire, c'est avec des chiclidés de zèbres, donc des petits poissons qui réussissaient des petites tâches de mémoire spatiale. Et on s'est surtout aperçu qu'ils réussissaient moins bien s'ils étaient séparés de leurs partenaires. Donc, ouais, pas si bête que ça, les poissons non plus. Donc, c'est juste pour vous expliquer aussi qu'un petit peu, quand on teste un animal, l'intelligence, bah, en fait, c'est pas une intelligence qu'on va tester, c'est des intelligences. Et ce qu'on va aussi tester, c'est la réactivité de l'animal. Il faut que le test soit adapté à l'animal pour qu'il puisse le réussir. Un pigeon, il va réussir le test de mémoire spatiale, il va pas forcément résoudre une équation différentielle. Je reste sur l'équation différentielle parce que c'est un cauchemar pour moi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va aussi faire en écologie comportementale, donc ça va être l'étude des animaux, enfin du comportement animal, donc là où on pourrait tester leur intelligence dans leur environnement naturel. On va essayer de respecter un environnement naturel. On va essayer de faire quelque chose une tâche que l'animal est peut-être amené à résoudre dans son environnement. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on a de la variabilité entre individus, tout simplement, donc ce qu'on appelle de la personnalité. Alors, on va refaire des tests de personnalité. Alors, rien à voir avec quelle princesse Disney êtes-vous, hein. Ça va être, est-ce que l'animal est plus ou moins timide? Est-ce qu'il est plus ou moins dominant? Est-ce qu'il est curieux? C'est ça qui va dépendre, est-ce que l'animal va réagir, oui ou non, positivement à un test. Ensuite, on a des différences entre populations. Donc, on a aussi, chaque population a des cultures, car oui, il existe une culture animale. On a aussi des modes, oui. Alors, fashion, oui ou non, parce qu'on a déjà observé des orques se balader avec une moitié de poisson mort sur la tête. Donc, ça s'est répandu dans la population, puis après, ils ont arrêté de le faire, donc comme une mode. Mais voilà, on a vraiment cette idée de transmission culturelle. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'un dauphin qui se baladait avec une éponge sur le rostre, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le nez des dauphins. En fait, ils s'en servent pour se protéger. Quand ils vont creuser dans les fonds marins, en fait, ils utilisent pour pas se piquer sur les oursins et tout ce qui peut se trouver dans les fonds des récifs. Mais c'est culturel, c'est propre à une seule population. Donc, on a aussi de la variété en population. Si vous testez une population dans le nord du Canada, ah oui, j'ai plus le temps, oh là là. Dans le nord du Canada et dans le sud du Canada, il n'y aura pas forcément la même réponse. Je me dépêche. Dans les tests aussi, d'éthologie ou en écologie comportementale, il y a quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc c'est le fait de voir un comportement ou une réaction humaine chez un animal. Donc j'imagine, vous avez tous déjà vu chez un chat ou un chien dire « Oh là là, il est triste, il n'est pas triste ». Non, en fait, oui et non. Les chiens savent nous manipuler par rapport à ça, mais par exemple sur la photo, on a Grumpy Cat. C'est pas parce qu'il n'était pas content tout le temps, c'est juste qu'il avait du nanisme. Donc c'est un mouvement, quelque chose qu'on veut voir à travers les animaux. Donc c'est juste de l'ego, hein, encore une fois. En parlant aussi d'anthropomorphisme, on peut aussi avoir l'inverse. C'est essayer de voir chez les animaux un comportement que nous, on voudrait prendre exemple, entre guillemets. Donc vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler de ce mythe du loup leader, de la meute, les plus faibles étaient derrière, blablabla. C'est complètement faux. En fait, c'est juste, on a voulu projeter quelque chose qu'on a voulu justifier à travers une photo qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Je me dépêche. Autre chose aussi qui est à l'inverse de l'anthropomorphisme, c'est l'anthropodénie. Donc, on refuse de voir chez l'animal quelque chose qui existe. Donc, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle du spécisme. C'est-à-dire qu'on va distinguer chaque espèce animale en fonction de leur prétendue intelligence ou leur capacité. Et ça, rapidement, c'est quelque chose qui est à la base en fait de beaucoup de discriminations. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été montrées en relation entre comment vous traitez les animaux et les autres discriminations, donc que ce soit le sexisme, le racisme, ou comment on va traiter des étrangers par rapport à nous, par exemple. Donc tout simplement, je vous rappelle que les cochons, même si on les mange, on va dire c'est des porcs, peu importe, ils sont bêtes, ils sont en théorie plus intelligents que les chiens. Les poulets aussi, les poules sont quelque part assez d'intelligence. Donc, je vous répète, j'ai bientôt fini. Donc, je voulais finir rapidement avec une petite histoire, c'est celle de Coco, la gorille. Donc, c'était une femelle gorille avec qui on a appris le langage des signes. Donc, on arrivait vraiment à communiquer avec elle. Et elle a fait preuve de comportement assez incroyable. Donc, pour son espèce ou pas, on ne sait pas si elle représentait l'espèce. Mais l'idée, c'est qu'elle était capable de rire, vraiment, même de faire des blagues. Elle a même surpris
les gens qui s'occupaient d'elle étaient capables de faire des blagues. Et là, vous avez une photo d'elle avec Robin Williams, donc l'acteur. Elle rigolait avec lui. Et quand il est mort, donc on lui a fait comprendre qu'il était mort, elle était triste. Elle a vraiment eu une période de deuil. Donc c'est pour montrer que ce gorille avait une grande empathie. Elle avait aussi des animaux de compagnie à elle. Elle aimait beaucoup les chatons. Elle est morte en 2009, je crois. Bref. C'est pas 2009. Anyway. Je disais quoi? Oui, donc, pour montrer que ce gorille, parce qu'elle était assez intelligente pour son espèce, mais aussi parce qu'on a réussi à communiquer avec elle. Donc, je conclurai rapidement en disant que, intelligence ou pas, ce qu'il faut voir chez les animaux, en fait, c'est essayer de les comprendre, c'est de l'empathie. Donc, c'est pour ça que j'ai conclu ma présentation en disant, si vous voulez être intelligent, soyez empathique envers les animaux. Merci. C'est le nom à la période de questions? Pas tous à la fois. Question, quand je pense aux mémoires, à la mémoire, quand je pense aux oiseaux qui font des grosses nids en tissu. Moi, en tant qu'humain, je préfère un tissu semblable, mais moi, il faut que j'apprenne comment ensembler un tissu comme tel. Pourtant, les oiseaux, ils sont nés avec cette connaissance. Est-ce que notre meilleure idée, c'est comment la connaissance, la mémoire est gardée? Est-ce que c'est gardé de façon génétique, c'est gardé de façon de protéines? Est-ce que notre meilleure idée? En fait, ça serait comme une espèce de mémoire innée. Mais ça, ah oui, pardon. Savoir en fait si les oiseaux, donc par exemple l'exemple des oiseaux qui construisent un nid, ils n'ont pas appris, entre guillemets, comment est-ce qu'ils savent le faire? C'est une très bonne question, je ne saurais même pas y répondre, parce que c'est à peu près la même idée avec la migration. Comment les oiseaux, alors qu'ils n'ont jamais migré une fois dans leur vie, savent exactement où il faut aller? Donc, mon idée, c'est qu'on a quand même une sorte de mémoire innée, peut-être, inclus dans les gènes, inclus dans peut-être la communication entre les espèces, parce que les chants aussi, ce qui est intéressant, c'est que les chants, par contre, pour le coup, chez les oiseaux, c'est pas inné. Ils vont l'apprendre en écoutant, voir leurs parents, quand ils sont encore dans l'œuf d'ailleurs, mais ils vont aussi l'apprendre avec les autres mâles autour pour apprendre un chant. Donc on a des comportements qui sont à la fois d'apprentissage vraiment, donc par les pairs, et on ne sait pas d'où ça vient tout simplement. Tout ça pour dire que voilà, on a encore beaucoup de choses à explorer sur l'intelligence animale à ce niveau-là. C'est un peu la question de l'avocat du diable. En fait, pourquoi ça nous intéresse de savoir ce que les animaux pensent? Déjà, ça pourrait déjà nous remettre en question. Ça fera jamais de mal à l'être humain de remettre en question son ego, mais ça peut nous amener énormément de choses. Déjà, essayer de comprendre d'où viennent les mécanismes neuronaux par rapport à la mémoire, essayer de comprendre comment fonctionne notre propre cerveau, parce que notre cerveau, il n'est pas unique au monde et c'est l'être humain, il y a tous les autres animaux de l'autre côté. On fait beaucoup d'études sur les rats parce que le cerveau des rats est très similaire au nôtre. Donc déjà, savoir ce qu'ils pensent exactement, même moi, j'ai pas forcément envie de savoir ce que pense mon voisin de moi, donc j'ai pas envie de savoir exactement ce qu'il pense. Par contre, comment il fonctionne, comment le cerveau va fonctionner, et comment les comportements sont sociaux ou non, comment les comportements se forment dans la nature, pourquoi en fait, en quoi l'environnement va modifier ou non un comportement, ça peut être intéressant pour nous. Ça nous permet de nous comprendre nous-mêmes. En plus de la connaissance fondamentale du règne animal. Mais... Pour l'éducation des enfants? Pour l'éducation des enfants, je veux dire, essayer d'éduquer les enfants par rapport aux animaux, je veux dire, en comprenant le comportement des animaux, comment on peut mieux éduquer les enfants, ou éduquer les enfants au comportement animal. Un enfant, c'est un petit animal. Oui, exactement, mais... mais on peut très bien aussi faire des tests, comme on ferait un test à un enfant, comme on ferait un test animal. Tant que la communication, tant que le test est adapté au sujet, il n'y aurait pas de souci. Il faut juste arriver à construire le test de façon à savoir ce que l'on teste et ce que la réponse qu'on va observer est
est réellement une réponse du comportement qu'on veut, pas juste nous qui projetons une idée genre ah bah regarde il a répondu au test. Non, faut être sûr. Donc c'est à peu près la même idée que les enfants. On va devoir occuper les questions maintenant. Merci beaucoup. Oui. Donc, pour ceux qui avaient des questions, ben, vous pouvez les transférer à bistrobrain@gmail.com. On va les transférer aux présentateurs, présentatrices. Donc, on va enchaîner. Puis avant, cette fois-ci, je ne l'oublierai pas, mais on regarde une surprise pour la fin. On a un quiz. Donc, on vous invite à être encore plus attentifs aux présentations. Les questions s'inspirent majoritairement des présentations données. Donc, on est déjà à la 4e présentation. Cette fois-ci encore, c'est quelqu'un qui a une feuille de route avec BistroBrain. Il s'agit de Jorge León, qui est sa 3e présentation pour BistroBrain. Il a également été invité au podcast La tête à Papineau. C'est un amateur de science-fiction et d'animé, éternel étudiant impliqué notamment en vulgarisation scientifique auprès du comité Promosciences du Rexus. Et actuellement, sur la fin d'un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire sur le cancer du sein. Aujourd'hui, il nous fait une présentation sur les vaccins. Ce n'est pas un complot, mais je l'aimerais. Donc, Jorge, il est où? Il arrive. Donc, une bonne main d'applaudissement pour Jorge. Okay, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci d'avoir venu ce soir. Merci Alexis de m'avoir invité encore. Et donc, ce soir, on va parler sur les mythes par rapport au vaccin, certains mythes. Mais avant de parler sur les mythes, c'est quoi la référence avec les dragons ici? Donc, ici en bas, j'ai un extrait d'une vieille map du Moyen-Âge dans lequel les cartographies de l'époque mettaient des dragons dans le territoire qui n'était pas connu, dans le territoire qui n'était pas exploré. Et il ajoutait à ça une inscription en latin qui ça disait Hic est un dracones. Ça se traduit par il y a des dragons. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que ça vient montrer une caractéristique innate de la nature humaine, c'est la méfiance. Quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne comprend pas quelque chose, ça doit être mauvais. Ok? Ils ont mis des dragons. Ça pourrait avoir des rivières de chocolat fondu, mais non, c'était probablement des dragons qu'il y avait. Et bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on connaît pas mal toute la planète. On sait qu'il n'y a pas de dragons, mais il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Donc, il va toujours y avoir des dragons. Toutes les choses qu'on ne connaît pas, ça devient un dragon. Aujourd'hui, c'est les vaccins, c'est les virus qui sont devenus des dragons. Donc, à certains moments, il faut être conscient qu'on a une tendance naturelle à créer des dragons. Les choses qu'on ne comprend pas, on a une tendance à se méfier. Donc, si vous me permettez, on va essayer de tuer quelques dragons ce soir. Et si on va sur les vaccins, donc la question qu'on a probablement plusieurs entendu parler, est-ce que les vaccins allaient nous reprogrammer? Est-ce que c'est vraiment possible de reprogrammer un être humain avec un mécanisme comme c'est les vaccins? Déjà, il y a un petit problème avec la terminologie parce que reprogrammation cellulaire, c'est une grosse modification. On parle plutôt d'une modification génétique quand on veut insérer un seul gène. Et il y a 3 gros problèmes avec ça. Le premier problème, c'est un problème de narratif. La meilleure façon d'imaginer ça, c'est si on pense que le génome humain, c'est un livre. Okay? Le génome et le livre, les deux sont des collections de données ordonnées. Un livre est organisé en phrases, en paragraphes, en chapitres. Le génome est organisé en gènes, régions intergéniques, régions chromosomiques. Okay? Donc, on va imaginer qu'on a un livre de compte dans lequel se glisse par hasard une feuille d'un autre livre, un livre différent. Okay? On va penser que la feuille est séparée. C'est quoi le résultat de ça? Donc, on prend le livre de compte, on a notre petite nièce qui est en train de lire l'histoire sur la petite princesse Saphir qui se promène dans les champs en train de ramasser des fleurs. Tout ça va bien. Quand il arrive la queen de Xenomorph qui le prend par la tête. Donc, c'est quoi le résultat de ça? Vous allez dire, what the royal F? Okay.
Et le résultat de ça, c'est que la petite fille va se mettre à pleurer parce qu'elle ne comprend pas ce qui passe. On a cassé la narrative. Eh bien, c'est ça qui arrive. La même chose arrive avec les cellules. C'est juste qu'une cellule ne peut pas pleurer, elle va juste mourir. OK? Donc, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Si on met ça dans des mots plus biologiques, c'est ce qui arrive, c'est que la plupart des insertions génétiques qui ont fait sont faites de façon non aléatoire. Et la plupart du temps, on va insérer les gènes et on va casser des gènes qui sont nécessaires pour la survie de la cellule. Donc, la cellule va mourir. Et donc, la transformation est échouée. Par contre, quelqu'un pourrait me dire, OK, mais c'est quoi qui passe si la feuille se glisse entre la fin d'un chapitre et le début du prochain chapitre? Ça ne casse pas la narrative autant. C'est bizarre, mais ça ne casse pas la narrative. Eh bien, c'est ce qui passe quand on a une transformation qui réussit. Okay? C'est bizarre, mais la cellule ne va pas mourir. Donc, on a une cellule qui est transformée, qui a les nouvelles gènes qu'on vient d'insérer, qui n'est pas morte. Mais ensuite, il y a un deuxième problème qui apparaît. C'est un problème de charge de travail. Parce que toutes les cellules ont passé des millions d'années à évoluer, à se spécialiser pour faire une tâche. Et là, on vient leur donner une tâche de plus. Tiens, cette nouvelle gène, produis-moi 5000 protéines par jour, en plus de tout ce que tu faisais déjà. Donc, les cellules vont devenir moins performantes. Et comparativement aux cellules qui ne sont pas transformées, ils ne vont pas se reproduire si vite, donc ils sont en déficience. Et si on ne fait rien, ces cellules qui sont modifiées vont finir par être éliminées. Donc, in vitro, dans le laboratoire, on peut juste éliminer les cellules non transformées. C'est ce qui est beaucoup plus facile à faire in vitro, parce que ça ne passe rien dans une boîte de pétri. Mais dans un être humain, si on tue beaucoup de cellules, il y a des réactions qui vont se passer. Donc, en plus que ça, okay, il y a un troisième problème, c'est que même si on a une cellule qui est transformée, qui survit, on élimine les cellules qui ne sont pas transformées, il faut regarder si la transformation n'induit pas des modifications aberrantes. Par exemple, si on veut introduire les gènes dans un gène de contrôle pour la prolifération, on pourrait se retrouver avec des cellules qui vont se reproduire entre eux. Donc, on risque de créer une mutation qui va donner un cancer. Donc, il faut quand même faire un criblage pour éliminer les cellules qui vont avoir des modifications aberrantes. Et ça, c'est très facile à se faire in vitro, mais ce n'est pas si facile in vivo. Quand on arrive à faire ça, à faire le criblage, c'est quand même un protocole qui est long. Ça peut prendre des semaines, des mois, et ça ne peut pas marcher. Et pour les gens qui ont fait la biologie moléculaire, ça arrive très souvent. On passe des mois à faire des transformations, à faire des criblages, et il n'y a rien qui marche. Et donc, on continue le protocole, on va pleurer, on va se poser la question existentielle pourquoi j'ai fait un doctorat en biologie moléculaire. Et on recommence. Donc, j'aimerais vraiment que faire une transformation, que faire une reprogrammation in vivo serait si facile, mais ce n'est pas. J'aimerais que tout ce que les complotistes pensent serait vrai, parce que ma vie, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, mais attends, vous allez dire, mais quand même, c'est compliqué, mais ça doit se faire, parce qu'il y a thérapie génétique. J'en entends dans la nouvelle, non? Il y a thérapie de génétique qui se font, donc c'est quoi à faire? Oui, il y a thérapie génétique, ici. Donc, si on regarde la liste de thérapies génétiques et cellulaires qui sont approuvées par l'FDA, il y a 24 thérapies. Donc, 21 thérapies sont des thérapies cellulaires où les modifications sont faites ex vivo. Donc, on va prendre les cellules du patient et on va les modifier dans un laboratoire et ensuite on va les remettre dans les patients. Ça sauve beaucoup de problèmes parce qu'on les fait in vitro dans un laboratoire. Mais il reste quand même 3 thérapies génétiques qui sont in vivo. Et on va regarder une caractéristique, sont des thérapies très particulières. On va regarder une en particulier, plus un exemple, on va regarder Luxturna, c'est la thérapie 6. Et Luxturna, c'est une thérapie génétique qu'on utilise pour éliminer un gène qui est muté, qui fait que les enfants deviennent aveugles assez vite. Okay? Ils vont devenir aveugles dans les 5 premières années de vie. Okay? Comme tel, c'est une thérapie qui c'est via un vecteur viral, un adénovirus, donc dans ce sens est similaire au vaccin d'AstraZeneca et de Janssen. Et on va remplacer un gène qui existe déjà dans la cellule. Ça,
c'est déjà un avantage parce que c'est beaucoup plus facile de remplacer un gène que d'insérer un gène. Donc ça, c'est un avantage. De l'autre côté, c'est qu'on a une caractéristique particulière du tissu qui va modifier, c'est que la rétine, c'est un tissu qui est quand même petit, c'est 1 cm², et on a la possibilité de mettre le vecteur viral directement dans l'œil, sous retinal injection. Donc, on va mettre le vecteur viral directement en dessous les tissus qui ont été modifiés. Donc, c'est une thérapie qui marche parce qu'elle est extrêmement spécifique et particulière. Modifier quelques cellules, la rétine a 3 cellules de profondeur. C'est un petit tissu auquel on peut se rapprocher vraiment. Ce n'est pas comme si on va reprogrammer un cerveau complet, c'est un organe trop grand. Donc oui, il y a des thérapies génétiques qui marchent, mais c'est des cas très particuliers. Aussi, c'est des cas où on n'a rien à part. Parce que si ça ne marche pas, le patient il va quand même devenir aveugle. Donc oui, il y a des thérapies génétiques, mais c'est des cas très particuliers et c'est surtout des cas où on n'a rien à part. Donc, à faire attention, ok? Des fois, on simplifie trop les choses. Par exemple, ici à gauche, on a un extrait d'une page de Wikipédia qui explique comment se fait les thérapies ex vivo, ça c'est la production de cellules TCAR, c'est pour traiter les cancers. Et à droite, on a un extrait de CDC par rapport à comment ça marche le vaccin. Et on voit ici, c'est facile, on prend les cellules du patient, on met un virus, le virus vient insérer les gènes, super facile, et ensuite on les met dans les patients. C'est ce qui manque ici, c'est que derrière cette flèche noire, c'est tout le criblage et la sélection qui c'est quand même compliqué. Donc c'est une super simplification de ce qui passe. Et dans le panel de CDC, on a un virus qu'on injecte, on transforme la cellule, voilà, c'est fait. Donc les gens vont regarder les 12 images ici, ils vont dire, mais ça, c'est à peu près ça. Donc ça doit être super facile de reprogrammer un être humain. Donc c'est une super simplification et il faut faire attention. C'est vrai que ce n'est pas facile d'expliquer ça tout le temps, mais c'est là qu'il faut faire confiance aux scientifiques et poser des questions. Si vous avez des amis scientifiques, venez poser des questions. Donc, à retenir pour la transformation, ce n'est pas si facile que ça de ne pas casser la narrative. Et faire le criblage et regarder des cellules qui n'ont pas de comportement bizarre, c'est quand même long. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile à faire in vitro qu'in vivo. Donc, juste avant de finir, une petite mention sur un deuxième mythe, c'est les breakthrough infections. Pourquoi on peut devenir malade même si on est vacciné? Okay? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les vaccins, ce n'est pas un bouclier magique. Okay? Les particules virales ne vont pas se détourner autour de nous parce qu'on est vacciné. Okay? Si on est en contact avec quelqu'un qui est infecté, on va quand même attraper les particules virales. Ils vont rentrer dans notre corps. Donc, il faut plutôt penser que c'est une armée envahissante qui va faire une guerre contre les protecteurs du château, que c'est nos anticorps et c'est nos cellules immunitaires. Mais s'il y a trop d'envahisseurs, ils vont finir par casser l'armée qui défend. Donc, il y a un concept très important, c'est le temps d'exposition. Si on passe 3 heures exposé avec quelqu'un qui est infecté, on va finir par dépléter la quantité d'anticorps qu'on a en circulation et on va infecter quand même. Mais, étant donné qu'on a des cellules qui produisent des anticorps, on va produire des nouvelles anticorps assez vite et on va être moins malade à la fin. Et c'est ça qu'on a vu. Donc, il faut faire attention avec les dragons. Ce n'est pas tout ce qui est des dragons. Il y a des choses qui ressemblent des dragons, mais il faut passer du temps à essayer de tuer les dragons. On aurait donc le temps pour une question longue ou 2 questions très courtes. Vous avez parlé de reprogrammer le cerveau. Oui, c'est ça, parce que c'est une des choses qui est entendue. Est-ce qu'il y a des applications pour ça? Reprogrammer les neurones, guérir par exemple certaines maladies. Mais ça, c'est un des problèmes avec les thérapies génétiques de cette application, c'est quand l'organe est trop grand, l'organe ciblé est trop grand, il y a beaucoup de cellules. Et donc, amener les vecteurs virales, par exemple, à toute la masse au complet, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que les thérapies génétiques qui marchent vont cibler des tissus très minimes, faciles d'accès, mais cibler toutes les cellules cerveau complet, c'est extrêmement compliqué. Merci.
Je te dirais, j'essaie d'avaler mes nachos. Il en reste un peu. Est-ce que c'est plus facile de reprogrammer comme des tissus particuliers, des fonctions particulières? Par exemple, s'il y a un tissu qui a plusieurs fonctions ou une fonction qui est dans plusieurs tissus, qu'est-ce qui va être plus évident après ça dans le vaccin à faire? Merci. Il y a des tissus qui sont plus faciles à reprogrammer, oui. Par exemple, la rétine, c'est un tissu qui est accessible. Donc, de façon générale, oui, il y a des tissus qui sont plus faciles à reprogrammer. Il y a aussi un facteur, c'est l'âge, parce que quand on est jeune, les enfants, les fœtus, nos tissus sont plus flexibles dans les sens génétiques. Par exemple, il y avait une des autres 3 thérapies génétiques. C'était SIN, je ne me rappelle pas le nom. Mais c'est une thérapie qui est utilisée dans des cas de maladies dégénératives des nerfs moteurs. Et c'est juste utilisé dans des enfants de moins de 5 ans. Et parce que ce sont les cellules, les neurones moteurs qui sont plus flexibles quand on est jeune. Il y a moins de tissus. C'est quand même là, c'est tout l'espine qui est ciblé. Donc c'est plus petit. Et oui. Et quelques fonctions, oui, je dirais que ça doit avoir quelques fonctions qui sont plus faciles, surtout si ce sont des fonctions qui ne sont pas primordiales pour la vie de la cellule. C'est quelqu'un avec un wrench. Ok, on est déjà rendu à la 5e et dernière présentation de la soirée. Donc, on finit avec, j'aurais le goût de dire la crème de la crème, là, parce que c'est le président du Rexus, mais bon, je connais aussi personnellement Antoine, puis ce que je peux dire sur cette personne, c'est que c'est un fan d'escalade au point de s'en blesser les orteils. Et ancien et défunt barbu, une gigantesque barbe maintenant, il rock vraiment la stage, donc ça y va autant bien. En ce moment, ce qu'il fait, il est au doctorat en informatique sur la neuroimagerie et l'intelligence artificielle. Et comme j'ai dit, président du Rexus, ancien présentateur BistroBrain à Technologie du futur en octobre dernier. Et aujourd'hui, il vous présente des mythes sur le cerveau. Applaudissez-le. Ça fait plaisir. Merci Alexis pour la présentation. En passant, j'avais mis juste 2 lignes dans la présentation. Donc, il y a eu beaucoup de freestyle de sa part. C'est très gentil. Laissez-moi découvrir comment ça marche. Donc, qui ici a déjà entendu le mythe comme quoi on n'utiliserait seulement que 10% de notre cerveau? Quand même, quand même. C'est un mythe qui a été assez popularisé dans les films, dans la culture populaire, mais voyons voir d'où il vient. Donc, il y a plusieurs hypothèses pour son origine. La plus probable que j'ai trouvée, ça viendrait d'un psychologue américain, William James. C'était la première personne à offrir un cours de psychologie aux États-Unis. Et dans un de ses essais intitulé The Energies of Man, il aurait dit on n'utilise qu'une partie de nos ressources mentales et physiques. Par la suite, la phrase aurait été reprise, aurait été déformée, et une partie de nos ressources serait devenue 10%, et nos ressources mentales seraient devenues notre cerveau. Mais si on s'attarde un peu au mythe, premièrement, ça ne serait pas très avantageux au niveau évolutif. Notre cerveau pèse environ 3 livres, un peu 3 kg en moyenne, mais compte pour 20% de notre dépense énergétique par jour. Pourquoi est-ce qu'on aurait un organe qui bouffe 20% de notre énergie par jour, mais qu'on l'utiliserait seulement à 10%? Ce serait pas le plus efficace d'avoir un plus petit cerveau qu'on utilise à 100% et qui prendrait beaucoup moins d'énergie. De plus, avec les avancées en imagerie par résonance magnétique, plus particulièrement dans l'ensemble fonctionnel, donc dans les avancées en IRM fonctionnel, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, on utilise pas mal tout notre cerveau, tout le temps, au complet. Donc, à gauche, désolé pour les figures un peu lourdes, à gauche, on a une séquence d'IRM tirée de quelqu'un au repos. Ce que l'IRM fonctionnel mesure, c'est l'influx sanguin dans les régions du cerveau. Il faut savoir que quand notre cerveau s'active, quand nos neurones s'activent, elles ont besoin d'oxygène. Donc, elles vont tirer l'oxygène du sang qui leur est amené. Si on a plus de sang dans une région du cerveau, ça veut dire qu'elle s'active. Donc, en mesurant l'influx sanguin par la bande, on mesure les activations dans le cerveau. En rouge, à gauche, ce qu'on a, c'est les régions dans le cerveau qui s'activent plus que la moyenne, et en bleu, moins que la moyenne. Ce qu'on peut voir à travers la minute qui est montrée, donc on a l'hémisphère gauche à travers une minute d'une personne au repos, ben, on peut voir que bien plus que 10%
de la surface corticale plus rouge éventuellement. On pourrait presque dire que tout est rouge éventuellement. À droite, c'est encore pire. Lorsqu'on dort, à gauche, à droite, on a la probabilité qu'une région s'active lorsqu'on dort. Donc, dans notre sommeil léger ou lourd, on a bien plus que 10% de notre cerveau qui éventuellement s'active. Puis au final, ce qu'on sait avec les personnes qui ont vécu des traumas crâniens, c'est qu'on a un peu une région qui est vraiment inutile. Un exemple flagrant, c'est Terry Schiavo, une personne dans les années 90 qui a subi un arrêt cardiaque, ce qui a causé une hypoxie cérébrale, donc elle a manqué d'air au cerveau, en bon français. Ça a causé environ 50% de sa masse cérébrale à mourir. Donc elle a perdu 50% de son cerveau suite à son arrêt cérébral. Puis en passant, à gauche, on a le cerveau d'une personne saine et à droite, on a le cerveau de Terry Schiavo. On peut voir qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Puis ça lui a causé à être dans un état végétatif pendant 15 ans, jusqu'à son décès en 2005. Donc, si le mythe était vrai, si on ne se servait vraiment que de 10% de notre cerveau, on pourrait en perdre 90%, puis ce serait pas si grave que ça. Alors que le cas de Terry Schiavo et bien d'autres nous montrent qu'en perdre bien moins que 90%, même 50%, ça a des conséquences. Je pense qu'on peut en conclure avec ça que le mythe est différent. Mon deuxième mythe traite du cerveau gauche et du cerveau droit. Est-ce que les gens qui ont déjà entendu parler de ce mythe, ou même qui s'identifient comme étant cerveau gauche ou cerveau droit? Je vois quelques mains levées ici. Je suis pas sûr à quel point c'est était répondu. Donc, le mythe voudrait que le cerveau gauche ou l'hémisphère gauche du cerveau serait plus utile pour la résolution de problèmes, serait plus utile pour la rationalité dans notre personnalité, tandis que le cerveau droit serait plus créatif. Donc, si on est cerveau gauche, on serait une personne plus rationnelle, on se servirait plus de notre hémisphère gauche, tandis que si on est plus créatif, on se servirait plus de notre hémisphère droit. Pour s'attaquer au mythe, il faut savoir que dans le cerveau, on a des fonctions qui sont latéralisées. Donc, la partie gauche de mon corps est entièrement contrôlée par mon hémisphère droit, et vice-versa. Mon champ visuel aussi, sa partie gauche est gérée par mon hémisphère droit, et l'inverse est vrai. Le mythe des cerveaux gauches et des cerveaux droits viendrait des patients qu'on appelle split brain. Les patients split brain ou à cerveau séparé, c'est des gens chez qui on a rompu le corps calé. Cette petite région ici, c'est un peu le pont entre nos deux hémisphères, c'est ce qui leur permet de communiquer entre eux. On les coupe, on coupe le corps calleux, et ce que ça fait, c'est que ça réduit les crises d'épilepsie chez ces personnes-là. C'est une procédure qui est assez surprenante parce que non seulement c'est pas fatal, mais en plus, ça leur permet de vivre leur vie plus ou moins normalement. Et je dis plus ou moins parce que quand on s'attaque un petit peu à leur train de vie, on remarquait des anomalies. Par exemple, dans la vidéo dans laquelle j'ai mis un code QR ici, on a Joe. Joe, c'est un patient split brain, puis un chercheur lui demande de fixer l'écran ici. Initialement, sur l'écran, tout ce qu'il y a, c'est un petit point, il n'y a pas d'image. Éventuellement, dans l'écran, on va flasher une image à gauche oui, d'une scie et à droite d'un marteau. Donc, l'image est répartie pour que la scie aille dans son hémisphère droit et le marteau dans son hémisphère gauche. On se rappelle que c'est inversé. Donc, le marteau va dans l'hémisphère gauche de Joe. Et le chercheur demande à Joe ce qu'il a vu. Joe va dire un marteau et seulement un marteau. Il ne dira pas qu'il a vu une scie et un marteau. À l'inverse, par la suite, le chercheur demande à Joe de se fermer les yeux et, avec sa main gauche, contrôlée par son hémisphère droit, de dessiner ce qu'il a vu. Ce qu'il va dessiner, c'est une scie et seulement une scie. En fait, puis par la suite, le chercheur demande pourquoi est-ce que Joe a dit qu'il avait vu un marteau et qu'il a dessiné une scie, puis il est incapable de l'expliquer. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que chacune des parties de l'image est allée dans des hémisphères séparés. Les deux hémisphères n'ont pas pu communiquer entre elles ce qu'elles avaient vu. Donc, les deux hémisphères expriment des choses différentes. Par la suite, Michael Gazzaniga, un des chercheurs qui a fait beaucoup de recherches sur les patients split brain, a dit dans une revue en 1998, après des décennies de recherche sur les patients split brain, que l'hémisphère gauche excellait au traitement du langage et à la parole, tandis que l'hémisphère droit est meilleur pour les tâches visuomotrices.
L'hémisphère gauche est excellente à la résolution de problèmes, donc c'est l'hémisphère droit, pas vraiment. Et l'hémisphère gauche voit les choses dans leur ensemble global, tandis que l'hémisphère droit traiterait les choses de plus une par une. En fait, le texte est un peu drôle, il passe son temps à chier sur l'hémisphère droit. Donc, est-ce que ce serait vrai? Est-ce qu'on serait vraiment plus cerveau gauche ou cerveau droit? Pas vraiment. En fait, premièrement, ben, c'est pas tous les gens qui sont split brain. Je dirais que la plupart des gens ne le sont pas. La plupart des gens ont encore leur corps calleux intact. De plus, on regarde généralement avec nos deux hémisphères, entre guillemets. Donc, lorsqu'on regarde quelque chose, on va le balayer du regard, mais aussi les saccades vont faire qu'on va voir son objet dans son ensemble et pas juste, on n'aura pas juste une partie de ce qu'on regarde dans les deux hémisphères. Et finalement, ce qu'on découvre aussi toujours avec l'IRM fonctionnel, c'est que même s'il y a des fonctions qui sont latéralisées, généralement, notre cerveau est utilisé pas mal de temps. Si je peux élaborer sur le point. Donc, récemment, les chercheurs ont réussi un petit peu à cartographier le cerveau par rapport à leurs fonctions. Donc, avec une immense base de données d'IRM fonctionnel associée à des tâches, donc on place quelqu'un dans un IRM, on lui demande par exemple de taper du doigt, de chanter, d'écouter, de lire, puis on regarde quelles régions s'activent lorsqu'on fait chacune des tâches. On peut ensuite associer chaque tâche à des régions précises. Ils ont pris les tâches, ils les ont séparées en 4 grands silos, donc la communication symbolique, la perception, les actions, les émotions et la prise de décision. Et ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, les émotions, qui, selon le mythe, devraient être entièrement localisées dans l'hémisphère droit, sont plutôt bien séparées dans les deux hémisphères. Même chose pour la communication, qui n'est pas seulement localisée dans l'hémisphère gauche. Mais le smoking gun, en bon français, que je pourrais dire, ça vient d'une étude, toujours avec l'IRM fonctionnel. On a à peu près un millier de patients qui ont été scannés dans le but de savoir s'il y avait vraiment une des deux hémisphères qui s'active plus que l'autre. Donc, est-ce qu'on aurait vraiment des gens qui seraient cerveau gauche ou cerveau droit? Ça voudrait dire que leur hémisphère s'active plus. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que non, en fait, chez aucune personne, on a pu identifier si les gens utilisaient plus une des deux hémisphères que l'autre. Donc, je pense qu'on peut en déduire finalement que c'est catégorie entre eux. En résumé, ben, la vie est plate. On n'a pas de ressources, on n'a pas de ressources mentales inexploitées encore. On n'a pas de façon simple d'aller chercher une intelligence à exploiter. On utilise pas mal tout notre potentiel au complet, tout le temps. Merci de votre écoute. J'ai mis mes références ici en cas, puis mon courriel si vous voulez m'envoyer des bêtises. Merci. Merci à toi de la présentation. On a le temps pour 2 questions et n'oubliez pas, après ça, on va avoir le quiz. Les 3 prix sont carte cadeau de 25$ ici même au Moquet-Bière. La première personne qui a respecté son temps, bravo. Merci. Deuxième prix, 3 consommations ici même au Moquet-Bière de 13 onces. Et troisième prix, 1 consommation de 13 onces. Donc, à vous le micro pour les questions. Allô? Hello. Question, Jean. Ok, tu dis qu'on utilise tout le temps tout notre cerveau. Est-ce qu'il y a une façon d'optimiser la fonction de notre cerveau? Peux-tu définir optimiser? On pourrait faire la même chose avec moins de neurones. On pourrait faire des calculs plus vite avec la même quantité de neurones. Est-ce qu'il faudrait connecter les hémisphères? Est-ce qu'il y aurait une façon, dit d'une façon plus biologique? Comment tu envisages l'évolution du cerveau? Easy question. Donc, ben, une bonne question. Je crois que j'ai pas de réponse à ça, honnêtement, pour être franc. Le cerveau, c'est extrêmement complexe. Je veux dire, je le présentais d'une façon simple, comme si tout était compris, tout était... Mais reste quand même que on ne sait pas tout à fait exactement tout ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on essaie, par exemple, de résoudre des équations mathématiques. Donc, comment améliorer le processus, je ne peux pas dire. Il faudrait d'abord complètement savoir comment ça fonctionne.
temps pour une autre question vraiment complexe, qui a une réponse vraiment courte. Je suis tannante, là, mais mettons dans le temps qu'ils pensaient que le cerveau était divisé, left brain, right brain, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la synesthésie? Comme la tu sais, mettons, Jesus Christ, excusez. Quand t'as des ton cerveau, genre, tout ce qui concerne les graphèmes, puis tout ce qui concerne les couleurs, puis les sons, puis les formes, puis que, dans le fond, il y a des connexions qui se font, qui sont pas supposées se faire, ben, il ne faisait pas de ça, genre, ce moment-là, c'est fou. Oui, dans le fond, les gens qui voient la couleur des sons, des choses comme ça, c'est bien ça la synesthésie? Ok, cool, merci. Encore là, je dirais que c'est... Tu voulais savoir qu'est-ce qui expliquerait ça ou qu'est-ce qu'on en fait? Si je peux ça avoir la question. Maintenant, on comprend le concept des graphèmes qui est comme tout ce qui est lettres, chiffres, symboles, puis les couleurs. Tu pourrais dire qu'il y en a un qui est plus comme créatif, puis l'autre qui est plus... Tu sais, un qui est plus right brain, l'autre qui est plus left brain. Tu dis, OK, mais pourquoi il y a un lien qui se fait entre les deux s'ils ne sont pas ensemble, tu sais, ça se fait tout seul? Oui, en fait, il faut savoir que nous... Oui, je pense que c'est exact. Dans le fond, il faut savoir que notre cerveau, il est interconnecté. Donc, on a des réseaux dans le cerveau, donc on a des parties qui sont connectées. Cette partie-là de mon cerveau est probablement connectée là. L'arrière de mon cerveau qui gère la vision est probablement en fait, est très fortement connecté à la région du langage pour que j'arrive à lire. Donc, quand je lis, ben, la partie de mon cerveau qui gère la vision est connectée à la partie du langage pour que je puisse interpréter les mots après les avoir vus. Les gens qui font de la synesthésie, c'est probablement parce qu'ils ont des connexions qui ne devraient pas être là, qui sont. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Tout est mêlé, la caméra de séparation. Je suis pas sûr de comprendre. Ok, ouais, ben, je serais curieux d'en jaser si ça te va, je suis vraiment désolé. Ça va. On va aller avec ça. Oui.